et qui mène tout le workflow pour les simulations climatiques depuis un certain temps. À toi, Sébastien, tu as une demi-heure. On prendra les questions 5 minutes à la fin. Et après, ce sera la pause. Et après, il y a 2 interventions sur les workflows aussi. Très bien. Donc je me présente. Je m'appelle Sébastien Anville. Donc, je travaille au CNRS et à l'Institut Pierre-Simon Laplace, dans le centre de modélisation du climat de l'IPSL. Donc, c'est un vrai honneur et un vrai plaisir de vous présenter ici le résultat du travail de ces 3 dernières années, à peu près, qui a été réalisé grâce au soutien d'un certain nombre d'institutions, CNRS, CEA. On travaille bien sûr énormément avec l'IDRIS et le TGCC au niveau des centres de calcul, et on a pu financer ces activités grâce à un certain nombre de modes de financement, voilà, qu'on essaye de gérer et d'orienter au mieux. Voilà, donc c'est vraiment un travail collectif que je vais vous présenter. Donc, brièvement, le menu de cette demi-heure, donc un peu de contexte sur CMIP6. Voilà, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on travaille dans la communauté de la simulation du climat. Une introduction sur les workflows qu'on utilise. Il y a un S à workflow. Vous verrez qu'il y a plusieurs lectures au terme workflow. J'essaierai d'en illustrer un certain nombre. Voir à quel point c'est important dans les cycles de développement d'un modèle. Un modèle de climat, c'est de la science, mais c'est aussi de la technique. Donc j'en toucherai 2 mots. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet, vraiment le résultat, l'achèvement de nombreuses années de travail sur des campagnes de simulation longues qui mobilisent beaucoup de monde, beaucoup de ressources, et voilà, qu'on espère avoir réalisé au mieux, puis quelques conclusions. Voilà. Donc en 2 mots, CMIP. Donc CMIP, alors, ah oui, il y a un pointeur, je vais l'utiliser. Non, il n'y a pas de pointeur. Alors, bon, c'est pas grave. Donc CMIP, donc ça s'inscrit dans le programme mondial de recherche sur le climat, le WCRP. Ce programme mondial de recherche utilise en fait le projet CMIP pour rythmer les études coordonnées qui sont faites sur le climat et la modélisation du climat et sa compréhension. Voilà, donc CMIP, c'est pour Coupled Model Intercomparison Project. Donc voilà, depuis 1995, tous les 7 ans environ, une campagne coordonnée d'expérimentation et de simulation est réalisée à travers le monde, donc de CMIP 1 jusqu'à CMIP 6 ici, donc c'est une échelle logarithmique, et j'ai simplement indiqué le volume de données générées. Donc de 1 gigabyte de données en 1995, on devrait être à peu près 100 pétabytes en 2019, mais vu que pour cet exercice-là, les données ont été compressées sans perte, on va passer de 100 pétabytes à peu près 20 pétabytes, mais ce, au niveau mondial. Donc là, on parle de contributions venant d'États et d'institutions du monde entier. Oups. L'organisation et la philosophie de CMIP. Donc ces campagnes d'expérimentation, ces campagnes de simulation sont faites pour répondre à un certain nombre de questions scientifiques. Donc ces simulations, qui sont en grand nombre, ont des objectifs scientifiques, doivent répondre à un certain nombre de questions. Les 7 questions clés étant listées, les 7 thématiques clés étant listées ici, avec à la fin donc les 3 questions fondamentales que ce projet souhaite contribuer à comprendre. Donc, comment est-ce que le système Terre répond au forçage ? Par forçage, vous devez comprendre toutes les contributions externes, comme le rayonnement solaire, les cycles solaires, la concentration en CO2 de l'atmosphère de différents gaz à effet de serre, comment ces forçages influencent notre système climatique. Quelles sont les origines et les conséquences des biais systématiques des modèles ? Les modèles sont une simplification de la réalité, donc ne sont pas parfaits, il faut les comprendre. Et comment peut-on comprendre les changements climatiques futurs étant donné la variabilité climatique naturelle et l'incertitude qu'il y a dans les scénarios futurs, y compris les scénarios de développement économique. Voilà, donc ici en un slide, vous avez vraiment comment CMIP s'organise pour répondre à certaines questions et sa philosophie. CMIP est borné dans le temps. C'est-à-dire le rythme est tous les 6 à 7 ans. Donc une des contraintes fortes, c'est d'être capable d'agir et de produire des résultats au sein de fenêtres temporelles bien identifiées. Donc un exercice CMIP va s'étendre à peu près de 2013. En 2013, vous avez l'ensemble du planning qui est fait
sur le protocole expérimental, discuter quelles sont les questions scientifiques, comment va-t-on y répondre. Il faut ensuite définir un certain nombre de conditions limites qui seront utilisées par l'ensemble des modèles du monde entier. Et ensuite, avoir une campagne de simulation et d'analyse qui s'achève en général, le point d'orgue étant la publication du rapport IPCC du chapitre 1, qui va donc résumer et rendre compte de l'état de l'art sur la compréhension de ce qu'est le système climatique. Tout à l'heure, je mentionnais que les 20 pétas étaient la somme des contributions mondiales. Donc ici, vous avez l'ensemble des institutions qui se sont déclarées intéressées à participer à CMIP6. On peut noter la prédominance des contributions européennes, américaines, asiatiques, avec l'Afrique du Sud et le Brésil, qui sont des nouveaux venus dans cette activité et qu'on peut saluer. Et aussi l'explosion au niveau chinois, qui sont passés de seulement un centre à 4 pour cette fois-ci. Donc voilà, c'était le contexte de ces campagnes de simulation CMIP. Maintenant, je vais vous emmener un peu dans le monde des workflows de simulation climatique. Alors, normalement, c'était une animation, mais voilà, j'ai dû faire en PDF. Il y a vraiment plusieurs... Est-ce que j'ai une souris? Fantastique. Donc, le workflow, il est global. C'est-à-dire qu'il y a un workflow au niveau social. Il y a une ingénierie sociale à mettre en place pour poser les questions scientifiques, avoir le modèle qui va pouvoir répondre à ces questions, faire la simulation, et ensuite aller chercher les experts, que les experts puissent avoir accès aux données générées pour pouvoir faire de l'analyse et disons, fermer la boucle et pouvoir revenir vers le développement de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Voilà. Donc, ce qu'on peut signaler, c'est que on peut séparer les choses en deux modes ici. Donc ici, ce que notre communauté, la communauté climat, appelle les workflows de processing, qui est vraiment de préparer le modèle et les expériences et puis d'exécuter la simulation sur une ressource de calcul. Et puis de l'autre côté, des workflows plutôt orientés données, où on va générer ce qui a été écrit sur le disque et on va organiser une distribution de données et une analyse par la communauté. Ici, aujourd'hui, même si j'aurais aimé vous parler de l'ensemble de cette boucle et de l'ensemble des workflows qu'on peut identifier ici, je vais me concentrer uniquement sur les deux aspects ici. L'exécution elle-même de la simulation et puis la gestion des données écrites sur disque. Ici, vous pouvez voir qu'en général, il n'y a pas d'interaction. Enfin, notre objectif est qu'ici, qu'il n'y ait pas d'interaction requise avec le logiciel. Le logiciel vit sa vie. On veut une intervention humaine minimale ici. Et effectivement, s'il y a trop d'interaction humaine ici, on est sûr que, étant donné nos ressources humaines, on ne va pas pouvoir aller bien loin. Donc, c'est un enjeu majeur. Alors que là, il y a de nombreuses interactions à établir avec de nombreux experts, de nombreuses infrastructures, de nombreux protocoles, ce qui complique aussi notre affaire. Donc si on liste ce qu'on attend d'un workflow, il y a vraiment beaucoup de logiciels disponibles, beaucoup de solutions, de frameworks ou de middleware qui sont disponibles pour nous aider à réaliser ça. Donc ici, c'est un peu notre liste à l'après-vert de choses que le workflow doit absolument pouvoir réaliser. Donc je vais pas rentrer dans le détail. Je vais simplement vous donner quelques exemples. Donc ici, je pars d'un workflow simple, un graphe extrêmement simple. Les nœuds représentent des tâches, donc des jobs qui vont être soumis sur des ressources de calcul. Et les segments ici représentent des dépendances. En entrée ou en sortie, donc une exécution qui va entraîner un certain nombre de post-traitements, par exemple. Et puis, on répète, supposons qu'ici, ce soit votre modèle de climat, puis on répète ça un certain nombre de fois, à la différence près qu'il y a des dépendances entre les cycles, c'est-à-dire qu'on a des checkpoint restart entre les deux, et que effectivement, ces workflows, le type de graphe associé, souvent est vraiment spécifique à la question qui est posée. Donc avoir une grande agilité ici, c'est extrêmement important. Et donc, nos simulations peuvent rester en machine pendant des jours ou des mois. Et donc, ces cycles vont se perpétuer. Ça pourrait, pour les simulations très intéressantes, ça peut durer un certain temps. Puis donc ce sont des graphes, donc on a aussi envie de
grâce aux graphes, enfin, si on voit cet enchaînement de workflow, cet enchaînement de tâches comme des graphes, on peut commencer à imaginer des choses un peu plus complexes. Donc ici, un graphe très simple, un pré-traitement, une simulation, un post-traitement, et j'ai fini. Donc ce matin, on a parlé un petit peu des simulations d'ensemble pour essayer de quantifier l'incertitude. Donc en climat, en météo, ce sont des concepts qui sont présents depuis le début, hein, pratiquement. L'ensemble des progrès qu'on fait sur la prévision météorologique est en fait dû à cette approche ensembliste. Et on se rend compte qu'avec le climat, même si malheureusement pour le climat, les simulations doivent être plus longues, cette approche ensembliste apporte aussi son lot de prévisibilité sur le système climatique. Voilà, donc bien sûr, être capable de gérer les ensembles de façon robuste, de les décrire d'une façon extrêmement simple, comme ici, est très important. Donc ici, avant que j'oublie, donc Silk, qui est en fait un gestionnaire de workflow qui est développé au sein du Centre de l'excellence de la communauté climat. Voilà, et un des outils sur lesquels la communauté climat essaye de s'agréger. Voilà, donc pour Gency ou pour EuroHPC ou pour Price, ce mot-clé Silk pourrait être écrit en gros, adossé à la communauté climat. Voilà, ce serait extrêmement utile pour nous que ces choses-là fonctionnent sur l'ensemble des sites HPC auxquels on a accès. Et ici, vous avez d'autres types d'ensembles qu'on a envie de vouloir essayer. Et donc, l'ensemble de notre workflow, l'ensemble de notre chaîne, l'ensemble des utilisateurs qui utilisent nos simulations, on a envie de pouvoir leur offrir ce type de workflow le plus simplement possible. C'est pas toujours aussi simple. Voilà, ici, je vous mets un cas idéal, mais typiquement, le workflow qu'on a ici, c'est un workflow qu'on appelle de type Hindcast Forecast. C'est-à-dire que ces trois états initiaux là sont des dates de redémarrage. L'année 1961, par exemple. On va légèrement perturber cet état de l'année 1961 et puis on va en faire des simulations d'ensemble. Ensuite, pareil pour l'année 1962. On va tourner pendant 10 ans des simulations d'ensemble, etc., etc. Donc vous voyez que vous avez un ensemble de simulations qui se recoupent par morceaux. Et voilà, en fonction des dates d'initialisation, en fonction des dates de démarrage, on va mesurer voilà, certaines propriétés de prévisibilité. La météo fonctionne à peu près de la même façon, hein, en fait. Hein. Ça, ce serait un workflow également valable côté météo, même s'ils ont des contraintes de données d'entrée observationnelles plus fortes que nous. Mais dans l'idée, il y a énormément de choses communes. Donc voici le type de workflow. Si on déroule vraiment l'ensemble des tâches qu'on réalise dans nos simulations climat type CMIP6, voilà, on arrive à des workflows vraiment très complexes, des choses... voilà, vous imaginez gérer les erreurs dans ce genre de choses. Voilà, quand on rentre dans le détail, voilà, on devient vraiment un peu... voilà, on voit des dépendances partout et des liens dans tous les sens. Donc voilà, on a besoin d'être très agile, d'être très fort sur ces aspects-là. On veut que ce soit robuste. Et pourquoi on veut que ce soit robuste? Parce qu'un modèle de climat, ça se développe, ça se travaille. Et donc, à un moment, il y a des décisions fortes qui doivent être prises, en particulier sur les workflows. Et donc il y avait un workshop en 2016, un workshop européen, où nos homologues européens et nous-mêmes, nous sommes réunis, nous avons discuté des workflows. Et en résumé, à la suite de ce workshop, au niveau français, donc là, c'est le laboratoire de l'IPSL, le CNRM Météo France et le CERFAX, on a décidé donc de suivre à peu près la même stratégie pour participer à CMIP6. Donc ce qu'on a décidé, c'est de changer notre workflow par touche vraiment à propos, d'investir sur quelques outils de nouvelle génération, donc XiOS 2, dont je parlerai un petit peu plus tard, et Hermes, une plateforme de supervision qui existait déjà mais qu'on a voulu renforcer, et un seul outil nouveau qui n'existait pas, qui s'appelle DR2XML et dont je parlerai. La supervision est cruciale. Voilà, s'il y a la tolérance aux pannes dans ce type de workflow est cruciale. C'est tout bête, mais plus le workflow est simple, plus il est facile à gérer. Donc voilà, viser la simplicité, c'est toujours une bonne décision, en fait. Voilà, ça c'est mon expérience personnelle. On voulait être prêt pour CMIP6, pour que tout se passe bien, être dans les temps par rapport aux échéances dont je vous ai parlé, minimiser l'intervention humaine. Bien sûr, on est aussi assez serré au niveau ressources humaines, donc on ne veut pas que les personnels les personnes qui travaillent avec nous passent leur temps à faire des choses inintéressantes, comme de rattraper un workflow, bien sûr. On ne peut pas changer tout d'un coup.
Et on a pris la décision de ne pas faire le passage à un outil tiers partie comme Silk et de garder ça pour plus tard. Donc voilà les décisions qu'on a prises à l'époque. Comme je le disais, la supervision est cruciale. Donc ici, vous avez une architecture très simplifiée de ce qui a été mis en place. Ici, vous avez le TGCC par exemple. Ici, vous avez l'IDRIS, éventuellement d'autres centres. Des simulations qui tournent sur ces centres-là et qui envoient des messages avec RabbitMQ. Donc c'est un protocole d'envoi de messages sur l'état des simulations. Ces messages sont consommés et à partir des informations de ces messages, on peut en déduire l'état de nos simulations. Donc ça, c'est une aide pour à peu près les 200 personnes qui utilisent ce workflow pour leur recherche ou pour CMIP6. Et donc, ça leur donne une vue grande échelle de l'état de santé de leur simulation. Et on va aller dans le détail. Si vous cliquez sur une simulation, vous aurez plus de détails sur ce qui lui arrive. Et vous voyez ici qu'en 3 mois, on est capable de lancer 10 027 simulations. Voilà, donc on a aussi cette capacité à pouvoir se diversifier. Et là-dessus, les outils de workflow, bien sûr, sont clés pour... Puisqu'on n'a pas de scalabilité sur les humains, on n'arrive pas à avoir chaque année 10 fois plus d'humains que l'année d'avant. Par contre, on a 10 fois plus de cœurs, donc chaque humain doit gérer plus de cœurs. Et donc, investir dans le logiciel, c'est capital. Sinon, on a plus de cœurs, mais les humains aussi ont leur borne supérieure en termes d'utilisation potentielle d'une machine. Donc, ça a déjà été dit aujourd'hui, mais voilà, je préfère en remettre une couche, même si je prêche des convaincus apparemment. Mais voilà. Donc voilà, on a pris ces décisions à l'époque sur le workflow, et donc on a commencé à se lancer dans CMIP6. Donc bien sûr, c'est un travail d'équipe. Donc là-dessus, le workflow social est capital. Voilà, absolument capital. La bonne entente avec les centres de calcul et au sein des équipes. Voilà, c'est jamais du temps perdu que de renforcer cet aspect-là en fait. Et c'est pas pour vendre la conclusion avant la fin, mais on a connu de beaux succès assez souvent. Mais voilà, il faut pas s'arrêter là. Vous voyez, quand vous êtes dans cette position-là, vous y êtes presque, mais vous ne savez pas encore si la vague elle va vous tomber dessus ou si vous allez vous en sortir. Donc un développement de modèle, c'est quelque chose bien sûr de capital, d'important, de pouvoir faire vivre ces modèles de climat. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est les différents types d'ajouts qui sont faits dans le code. Donc au tout début, là on est à l'été 2015, ici on est au printemps 2017. Et vous voyez qu'à peu près tous les 2 mois, il y a une nouvelle release qui sort. Donc être capable d'être agile sur sortir un logiciel dans lequel vous avez confiance. On n'en a pas beaucoup parlé, c'est un peu c'est la mode du DevOps, mais c'est la personne qui va pouvoir passer du développement aux opérations le plus vite possible. Et là aussi, il y a un enjeu. C'est vrai dans le monde du web, dans le monde commercial, dans le monde des startups, mais c'est vrai aussi en fait dans le monde académique finalement. Et c'est peut-être quelque chose qui est sous-estimé parfois. Donc on a des améliorations de code qui sont injectées, des tests de paramètres, et puis bien sûr, de temps en temps, il faut corriger les bugs qu'on a introduits. Et ensuite, plus le temps avance, plus le type d'ajout dans le code est de nature différente. Donc il y a toujours des améliorations de code, toujours des bugs fixes, mais on commence à parler d'optimisation. Une fois qu'on a la science qu'on veut dans le modèle, on commence à l'optimiser, et là on s'approche d'avoir un modèle qui peut répondre au protocole expérimental. Voilà. Ce n'est pas parce que vous avez un modèle de climat qui va pouvoir faire l'ensemble des simulations que vous allez lui demander. Donc il y a un peu de plomberie, je le dis comme ça, mais c'est un peu ça. Un peu de plomberie à faire sur les entrées-sorties. Et à bien des groupes, cette plomberie a pu leur coûter une réalisation. Donc je dis plomberie, mais en fait c'est absolument capital. Et donc pour avoir ces développements de modèles, pour pouvoir tous les mois sortir une nouvelle version de modèle, effectivement, une des choses que peut faire votre workflow, c'est déjà de ne pas ralentir votre modèle. Votre modèle, il a sa performance intrinsèque, qui est par exemple de simuler 16 ans par 24 heures. Mais vous ne voulez pas que votre workflow ralentisse ça et passe à 2 ans simulés par 24 heures. Et quand on regarde ce critère-là, il n'y a pas tant de workflow que ça qui vont pouvoir vous permettre d'optimiser le scheduling des jobs et les dépendances. Donc, si je reviens ici,
vous avez un workflow, encore une fois, très simple, en apparence, à une soumission donnée. Donc vous soumettez votre job de calcul, qui va soumettre des post-traitements, qui eux-mêmes vont ensuite agréger un certain nombre de choses. Ici, les tirets signifient que derrière, il n'y a plus de fils à ce graphe, pour parler comme ça. Et ensuite, le job de calcul se resoumet et va redéclencher un certain nombre de choses. Donc sur la page, ici, avec des codes couleurs en rouge, vous avez toutes les tâches qui relèvent du même cycle, en fait. Vous avez en bas la pire façon de scheduler et en haut la meilleure. Et donc vous voyez que si vous n'avez pas quand même une façon d'organiser votre job assez intelligent, vous n'avez pas de là vous devez avoir poussé au maximum des concepts comme le mouvement de données asynchrones, de dépendance, de reprise d'erreurs. Entre ici, qui est la meilleure façon d'ordonnancer tout ça, et ça, voilà, vous voyez que vous avez quand même facilement un facteur 3-4 plus vite. Donc quand on parle workflow, quand on parle logiciel pour faire des workflows, ça doit être un critère fondamental. Et il n'y a pas beaucoup de workflows qui ont ça en built-in, si je puis dire. Je vais passer ça. Donc voilà, vous avez un modèle qui a été développé sur des cycles assez rapides en mobilisant pas mal de monde. Et là, ce qu'on a commencé à faire, c'est à déployer donc une campagne de simulation. Donc c'est là que je vais commencer à parler d'XiOS et de la façon de gérer le workflow in situ. Donc là, j'ai parlé de workflow, de tâches, ce sont des jobs. Maintenant, on va plonger dans un workflow qui est interne au modèle. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'on a vraiment bénéficié énormément de ces capacités-là? C'est que donc, pour réaliser ces MIPSIS, donc les simulations officielles, on a simulé 55 000 ans de climat. 20 personnes ont réalisé à cette campagne de production. Pour nous, c'est un critère important. D'avoir plusieurs personnes capables de maîtriser ça, c'est un critère important. Donc 20 personnes pour la production, 200 personnes à peu près pour le développement du modèle et les analyses, dont je n'ai pas du tout parlé pour vraiment me concentrer sur la phase, pour ce qui est autour du modèle lui-même. Et pour certaines simulations, on a des taux de production qui sont de 25 terabytes par jour. Pour une seule simulation, on peut en avoir, disons, 10 en même temps. Et donc, si jamais on était un peu paresseux et qu'on se disait, bon, allez, on sort tout et puis on verra bien, on se retrouvait quand même avec une facture de 89 pétas par an. Donc, je ne suis pas sûr. Donc, la capacité à vraiment gérer finement quelles sorties sont produites est très importante. Donc voilà, en moyenne, on avait 20 000 cœurs actifs et on a eu des pics à 80 000 cœurs à certains moments. Donc là, on arrive sur la data request. Donc, ces MIPSIS, on a donc des questions scientifiques, des objectifs scientifiques. Et donc, à chaque simulation, ces objectifs scientifiques. Et donc, ces diagnostics pour pouvoir répondre aux objectifs scientifiques. Donc, cette data request, au niveau international, elle spécifie les variables et l'échantillonnage nécessaires pour chaque expérience. Avec une très forte variabilité dans cette data request, d'une expérience à l'autre, d'une année simulée à l'autre, et aussi en fonction de vos objectifs scientifiques. Voilà. Donc vous devez vraiment pouvoir, je vais zapper ça, par manque de temps, pouvoir piloter ça très finement. Donc je vais peut-être déborder un petit peu. Marie-Alice, j'espère que tu m'en tiendras pas trop rigueur. XiOS, donc le titre, c'est donc XML IO Server. Donc c'est une façon de gérer les données produites par un modèle. Donc ce matin, le concept a été mentionné, c'est-à-dire que la simulation, quand elle tourne, dans le code de la simulation, dans le code du modèle, il n'y a rien de particulier sur ce qui va être écrit pour ce pas de temps-là. Tout est piloté de façon externe. Tout ce que vous faites dans le modèle, à chaque pas de temps du modèle, vous envoyez les champs qui vont potentiellement être écrits au pas de temps du modèle. Et XiOS va se charger d'appliquer un certain nombre de filtres et d'opérations aux champs qu'il reçoit pour gérer les écritures. Donc, les mots-clés d'XiOS, je pense qu'XiOS a pratiquement 10 ans. Yann me corrigera si je me trompe. Donc, c'est un outil robuste et qui a fait ses preuves. Donc, les mots-clés, recouvrir le calcul par les IO, réarranger les données pour avoir une meilleure efficacité,
utiliser les I/O parallèles, agréger de la bande passante des systèmes de fichiers parallèles. Voilà, pouvoir tourner sur de nombreux cœurs, ne pas ralentir la simulation. Donc, ce qu'on a fait pour CMIP6 et pour gérer ces entrées-sorties, donc cette data request internationale, donc qui nous dit voilà, quelles variables doivent être sorties étant donné vos objectifs scientifiques. Cette data request, donc c'est un modèle de données avec des API pour pouvoir la questionner. Donc c'est un travail qui a été mené par le CNRM Météo France et le CERFAX. Voilà, grâce à cet outil, DR2XML, qui a été complètement développé ces 3 dernières années. On va pouvoir, à partir de cette data request, de ce data model, générer des fichiers XML compatibles avec XiOS et donc ne pouvoir produire que voilà, ce qui est demandé, que ce qui est nécessaire. Sans intervention humaine excessive. Il y a bien sûr quelques vérifications, mais voilà, l'ensemble est quand même à 95% automatique. Et XiOS se charge en ligne de réaliser les diagnostics nécessaires. Donc, CMIP6 voilà, a besoin de plusieurs types de diagnostics, des changements d'échelle des unités, des transects, des moyennes zonales qui sont toujours très coûteuses sur du MPI, et voilà, des diagnostics encore plus complexes comme les flux d'Elastian Palm. Et donc, voilà la question que Yann posait, voilà, pourquoi ne pas se servir des milliers de cœurs disponibles pour faire le post-processing en parallèle, voilà, au long de la simulation. Ça évite les fichiers intermédiaires qui sont énormes, qui saturent les quotas et voilà, qui posent énormément de soucis. Donc c'est ce que Yann a implémenté dans XiOS, qu'on a utilisé avec succès. Donc vous pouvez non seulement travailler de modèle à serveur, mais vous pouvez aussi travailler de modèle vers le modèle. C'est-à-dire que vous envoyez vos champs, XiOS applique les filtres, votre modèle les récupère et peut travailler. Voilà, vous pouvez vraiment décharger autant de diagnostics que vous voulez à XiOS. Un certain nombre de filtres sont disponibles. Et donc en conclusion donc de ces 3 dernières années, voilà, ça a été vraiment un travail très important d'implémenter ces fonctionnalités de workflow, à la fois le workflow autour des tâches et à l'intérieur du modèle. Toute décision relative au workflow dans une communauté est absolument critique quand vous avez à faire une campagne de simulation. Et quand on parle de workflow, voilà, les mauvaises décisions peuvent vraiment être catastrophiques. Absolument catastrophiques, parce que voilà, y a vraiment beaucoup de personnes qui travaillent avec ça. Si vous les déstabilisez trop, voilà, ça peut être vraiment complètement contre-productif. Voilà. Il y a toujours de la place pour améliorer les choses, mais il y a vraiment eu voilà, beaucoup de bénéfices, l'essentiel étant que voilà, l'intervention humaine a été drastiquement réduite et on a pu s'en servir ailleurs. Et donc voilà le dernier slide, et je vous laisserai là. Voilà, là ce sont au jour, voilà, ça c'était hier soir, c'était donc l'ensemble des contributions faites auprès de CMIP6 par les différentes institutions. Voilà, l'IPSL qui est ici. J'aurais pu souligner mes camarades du CNRM qui sont ici. Donc les 2 contributions françaises sont parmi les plus importantes. On était les premiers à participer à ça. Et je ne citerai pas de nom, mais je pense qu'il y a eu quelques catastrophes industrielles chez certains de nos partenaires étrangers, malheureusement, parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions sur les workflows. Voilà. Donc les workflows, dans la science d'aujourd'hui, je pense que c'est un point voilà, très important. C'est pour ça que je suis très content d'avoir pu en parler avec vous aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci Sébastien. Question. Oui, tout à l'heure, tu as montré un beau diagramme de Gantt, de scheduling des tâches. Et tu disais qu'on pouvait se tromper facilement et avoir un surcoût très important à l'exécution. Mais est-ce que ça veut dire du coup que le scheduling est fait statiquement, c'est-à-dire à l'avance, et que du coup, il n'est pas fait dynamiquement en fonction de la terminaison des tâches et de celles qui sont éligibles pour être exécutables ? Alors, il est partiellement statique. Voilà. Donc, il y a donc le workflow de tâches qu'on utilise, qui n'est donc pas Silk, qui est le logiciel tiers dont je parlais, qui est prôné par notre centre d'excellence, qui lui a des fonctionnalités très avancées. Le nôtre est plus âgé, il date de 2006. Il a une certaine forme d'intelligence, c'est-à-dire qu'il est statique,
Et voilà, si les tâches se sont mal déroulées, voilà, le reste de la branche n'est pas actionné. Voilà. Et on a des mécanismes de relance, de reprise qui pourraient être améliorés. Mais c'est effectivement le choix qu'on a fait de ne pas investir là-dedans, de vivre avec cet héritage, mais d'investir ailleurs. Une autre question? Bah, je vais poser la mienne alors. Tu es prêt pour EuroHPC? Peut-être, je ne sais pas en fait. Non, ça va très vite EuroHPC. Donc voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que dans le passé, j'ai pu avoir l'impression que dans ce type de gros projet, Prace ou EuroHPC, on pouvait imposer aux communautés des outils. Et je pense que ça marche pas. Ça marche pas. Et là, je le vois voilà, avec nos homologues étrangers qui ont eu quelques catastrophes industrielles parce qu'ils ont changé d'outil. Donc, le jour où on se dit, voilà, je vous propose un outil, vous allez voir, il est super. Voilà, non, je pense qu'il faut prendre le temps, malheureusement. Et c'est encore une question de ressources humaines. C'est-à-dire, si vous déstabilisez une communauté par rapport aux outils qu'elle utilise, voilà, 200 personnes, enfin, voilà, si 200 personnes utilisent l'outil, bah, il va falloir les accompagner, les former. Ça va prendre un certain temps. Et s'il faut les accompagner, les former pour chaque centre, un centre en Allemagne, un en Suisse, un en France, voilà, à chaque fois, il y a un coût de la portabilité. Elle n'est pas que pour les codes, elle est pour tout le workflow en fait. Tout le workflow doit être portable. Et voilà. Et c'est pas toujours facile. Ouais. Merci. Une autre question? Une question anecdotique, mais j'ai vu qu'effectivement, tu mentionnais Curie dans les workflows et les études qui ont été faites. Or, Curie a fonctionné pendant combien? Presque 7 ans, hein, puisque c'était de 2012 et on l'a prolongé après la fin de vie presque normale. Là, la nouvelle machine, c'est Irene. Il y en aura peut-être d'autres dans 2 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements de machine et comment vous allez vous adapter? Ce qu'on fait, voilà, là je regarde mes collègues Arnaud et Yann être impliqués dans les benchmarks. On a vu Dynamico tout à l'heure pour Jean Zay, voilà, les communautés, leur code. Voilà, c'est pas que leur code, c'est leur vie, mais pas loin. Donc il faut s'assurer que les codes au moins rentrent dans les benchmarks, soient évalués avant, qu'il y ait des équipes de support de niveau 2, 3 qui prennent le temps de regarder pour préparer le terrain pour les équipes des communautés. Voilà, donc on essaye de s'investir au mieux pour que voilà, nos codes soient, qu'on ait une idée de la sauce à laquelle on va être mangé avant que la machine soit là quand même. Et réciproquement, vous avez des demandes particulières au centre de calcul sur ces choses-là? Oui, on fait des demandes régulières quand on a des perfs qui ne sont pas tout à fait celles qu'on attendait ou celles que le benchmark général affichait. Bon, ben, là, on rentre en dialogue avec le centre de calcul et les équipes support. Et là, bien sûr, bah, il faut avoir un petit peu de chance. Dans certains cas, voilà, à cause des agendas de chacun, il peut y avoir des problèmes de tension. Beaucoup de responsabilités reposent sur peu de personnes. C'est vrai dans les communautés, bah, j'imagine que c'est la même chose dans les centres de calcul. Et donc, rendre compatibles les agendas des uns et des autres, on rentre dans un workflow social de coordination de personnes qui doivent travailler ensemble. Et il peut y avoir des deadlocks là aussi. Voilà, c'est ce qu'on observe, mais on fait au mieux pour faire avancer. Très bien, merci beaucoup Sébastien. Aucune autre question? Donc c'est la pause, c'est 20 minutes de pause, et après il y aura encore 2 exposés.